Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast, 64e podcast de l'émission Pop News, qui fait le récapitulatif quinzomadaire de l'actualité pop culturelle avec deux guélurons que sont Thomas et Adrien. Comment vas-tu, Adrien? Ah, ça va, sacré deck Galuron. Ça va très bien, ça va très bien. J'avais une petite crève l'autre fois, ça va beaucoup mieux, petit. Et tu me l'as chopé. Tu me l'as donné même. Je te l'ai donné plutôt. Ouais, je te l'ai donné. Par internet. Mais on ne s'est pas vu depuis combien de temps en plus en vrai, parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, on enregistre à distance ce podcast. Vous savez que notre relation est purement contractuelle. Nous sommes là évidemment pour engranger énormément d'argent. Oui. Et voilà. Et conquérir le monde aussi, rappelle-toi. Bon. Voilà, l'objectif bien sûr est tenu. Mais on n'ira pas plus loin, quoi. C'est-à-dire qu'on fait acte de présence, rien de plus. C'est ça, une fois qu'on sera président du monde, ça ira. Je pense qu'on sera tranquille. Non, ça va. Podcast automnal, on le sent là. Non, ouais. Il fait déjà bien nuit là. Pour les gens qui nous regardent sur les internets, sur YouTube notamment, nous avons Adrien avec une magnifique tasse Universal Studio Japon qui est en train de siroter une petite tisane, et ça c'est beau. C'est beau, ça oui. bien. Ah bah bien ça réchauffe, littéralement. Ça réchauffe. Donc voilà. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Écoute, là le petit week-end de 3 jours dont on sort a fait du bien. Oui. Et donc ça c'est plutôt cool. On remercie le mois de novembre d'ailleurs d'être aussi bien calé cette année. Ça fait plaisir. Oui, il régale parce que la semaine prochaine aussi, on est bien, on est cool. T'as une petite nouvelle à nous annoncer peut-être au sujet du futur voyage de fin d'année? Ah, peut-être. Non, mais j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Mais donc là, oui, il y a quand même une officialisation qui est très cool. Là, ça y est, ouais, je déménage à Roubaix. Ça y est, c'est bon. Waouh! C'est officiel. Je voyage. J'avais envie de voyager. De décalage horaire, Roubaix? Roubaix, 14 heures à peu près. Ouais. Ah ouais. Si tu peux pas le faire en une fois, il faut prendre un avion, tu fais une escale et ensuite tu débarques là-bas. Donc ça sera compliqué de venir me voir, mais j'espère que tu viendras. Non, je vais au Japon pour ceux qui ne le savent pas. Je vais m'installer à Tokyo-ville. C'est prochain. C'est fin d'année 2024 et 1er janvier 2025. Je suis sur le sol japonais pour un an. Yatta! Et j'ai très hâte. Et donc oui, la nouvelle dont tu veux que je parle, c'est le fait que j'ai la confirmation de mon visa, ce qui n'était pas fait, ce qui était quasiment fait, mais ce qui n'était pas fait. Et c'est toujours le petit truc que tu attends, même si tu sais que ça va arriver. Ça fait toujours plaisir d'avoir la confirmation. C'est cool. Donc là, c'est bon. La machine est en route, la machine est en marche. Et là, il reste plus qu'à faire sa valise et puis te dire au revoir. Ça va venir. Non, attendez. Je vais venir, je vais venir te voir, ça je le sais. Mais voilà, pour les gens qui se poseraient la question, parce qu'on va pas refaire le point entier sur ce que ça veut dire pour l'émission, mais on a fait tout un épisode qui est sorti. On va parler en japonais maintenant. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais cet été, on a publié un épisode exprès qui s'appelle Le futur du podcast. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, comme ça vous serez au courant de tout ce qu'on y a dit. Et comme ça, voilà, on ne reprend pas le temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Et ben, comme d'habitude, le récapitulatif des news pop culturelles des 2 semaines passées, un point box-office assez chargé du côté d'Adrien, un gros sujet qu'on a décidé de dédier à une grosse news justement qui est sortie ces 2 dernières semaines, c'est le film Game of Thrones. Est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle? Est-ce que c'est une bonne idée? Surtout, c'est ça le débat qui va nous animer cette semaine. Ensuite, on aura évidemment le radar des sorties, et puis quelques recos, puisque on a 3 recos de ton côté et 2 recos du mien. Donc ça va être une grosse fin d'émission. Donc ça va être très très cool. N'oubliez pas les petites étoiles sur les applications de podcast. Rejoignez-nous sur notre serveur Discord pour discuter, ne pas se perdre de vue. Et si vous le pouvez et le souhaitez, vous pouvez nous soutenir financièrement sur notre page Ko-fi. Tous les liens sont dans les descriptions un peu partout là où vous êtes. Donc merci de faire un petit peu preuve de soutien de cette émission en nous suivant aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça c'est possible et c'est gratuit. Donc allez-y. Je pense qu'on peut y aller, Adrien, parce que j'ai tout dit. Bah, c'est nickel, impeccable. Comme d'habitude, tu es un professionnel, j'adore. Professionnel, la profession qui va te lancer immédiatement, sans transition, vers la première news de cette semaine, au sujet de Mission Impossible 8, potentiellement un budget dévoilé. De ouf, un budget de
400 millions de dollars. Apparemment, voilà, la grosse rumeur du moment, ce serait que Mission Impossible 8 Dead Reckoning partie 2, faut prendre son souffle pour le dire, coûterait 400 millions de dollars. En partie en raison des retards de production liés en fait aux grèves de 2023 à Hollywood, dont on vous a parlé longuement l'année dernière évidemment. C'était la grève des acteurs et des scénaristes. N'hésitez pas à écouter nos épisodes si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, Christopher McQuarrie, le réalisateur, et Tom Cruise sont actuellement en train de finir Mission Impossible 8. Si le film coûte vraiment 400 millions de dollars, il va falloir le rentabiliser. Le problème, c'est que même si la franchise Mission Impossible est très populaire dans le monde entier, c'est un peu moins le cas du précédent opus, donc la partie 1, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, qui était sortie en 2022, qui a été un succès plutôt critique, mais qui n'a pas vraiment été un succès au box-office, c'est loin des attentes en tout cas de la Paramount. Donc on sait que depuis la sortie de la partie 1, il y a eu des réécritures, notamment vis-à-vis du retour critique, du retour critique, mais en tout cas mauvais, on va dire, pas des critiques, mais du retour critique du public, pour corriger le tir, essayer de faire quelque chose d'un peu plus dans la veine des précédents opus. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie précise. La Paramount aussi, l'équipe marketing aimerait apparemment marketer le film autour de la dernière aventure d'Ethan Hunt. Est-ce que ce serait le dernier film de Tom Cruise? C'est pas sûr non plus, parce qu'en fait lui, l'acteur, se montrerait réticent à dire adieu au personnage, et il a souvent dit, et encore récemment, qu'il aimerait jouer Ethan Hunt au moins jusqu'à ses 80 balais. Donc, c'est pas sûr que ce soit la dernière aventure de Ethan Hunt. Mais en tout cas, voilà, 400 millions de dollars pour le film. Ça passe ou ça casse. Et c'est un pari risqué. Mais on sait que Tom Cruise, de toute façon, s'en sort toujours. Et Tom Cruise a sauvé le cinéma avec Top Gun Maverick il y a quelques années. Donc, moi, je lui fais pleinement confiance. Écoutez, étonnant en tout cas de faire ce choix, surtout sur une suite d'un film qui a pas engrangé autant d'argent que ce qui était espéré. Mais si il le renomme, pas forcément Dead Reckoning partie 2, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et pour terminer avec Tom Cruise, il y a aussi, apparemment, l'idée de revenir à faire une suite, notamment avec Death of Thunder, donc Jour de tonnerre, qui avait été l'un de ses gros succès au début des années 90, avec Nicole Kidman aussi, avec qui il a été en couple par la suite, de faire une suite à Jour de tonnerre. Donc ça, c'est pas encore sûr, mais il serait sur les rangs pour faire ça. On savait que Tom Cruise voulait pas faire de suite, à part les Missions Impossibles, pendant très longtemps. Puis d'un coup est arrivé Top Gun Maverick, et là, pourquoi pas Jour de tonnerre. Film sur les bagnoles. On sait que l'année prochaine, il y a F1, un film de Formule 1 qui sort avec Brad Pitt, qui a coûté 300 millions de dollars, lui, de Joseph Kosinski, qui a tourné avec Tom Cruise pour Top Gun Maverick. Donc tout ça, ça se parle. Et il y a peut-être moyen que il va y rester un petit peu au top du top grâce à ça. Rien n'est impossible, bien évidemment, surtout quand on parle de Tom Cruise. Pour les impossibilités, en revanche, c'est plutôt du côté de Lucasfilm, puisque il semble assez impossible depuis 2019 de sortir un film Star Wars depuis Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, et on a une nouvelle qui va tout à fait dans ce sens, qui est sortie dans ces 2 dernières semaines. Ça concerne le film concernant Rey, qui doit du coup être une suite de Star Wars 9. On savait que le scénariste Steven Knight, notamment de renommée pour Peaky Blinders, avait signé en 2023 pour scénariser ce film. Ce n'est plus le cas. Apprend-on du côté de Variety. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? Pour rappel, c'est un film qui donne suite à Star Wars 9, centré sur le personnage de Rey et la construction d'un nouvel ordre Jedi. Donc en mars 2023, on apprenait du coup que Steven Knight avait repris le flambeau du scénario en remplacement de Damon Lindelof et de Justin Britt Gibson. Il a désormais quitté le projet. Et Lucasfilm est déjà en discussion pour savoir qui va le remplacer, mais pour le moment, c'est encore trop tôt pour savoir qui va prendre le papier et le crayon, ou plutôt le clavier et la souris pour écrire ce scénario. À noter que la réalisatrice Charmin Obaid Chinoy est toujours attachée au projet en tant que réalisatrice. Pour rappel, elle a 2 Oscars du meilleur court-métrage documentaire. Elle a aussi réalisé des épisodes de Ms. Marvel. Alors c'est un petit peu moins de grande renommée que 2 Oscars, on est bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, elle est toujours sur le projet.
Sans scénariste, désormais, on peut s'imaginer que le film sera pas tourné avant courant 2025, ce qui devrait le décaler dans la timeline du planning de Lucasfilm. On l'imaginait sortir plutôt en décembre 2026, ça sera sans doute pas le cas, avec un retard sur le scénario, comme c'était du coup la rumeur. Rappelle que le prochain film, Star Wars, il est booké pour mai 2026 aux États-Unis. Il s'agit de la suite des aventures du Mandalorien et de Grogu. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles d'ailleurs à ce sujet, donc on vous tiendra bien entendu au courant quand on aura plus d'infos à ce sujet. Voilà pour Star Wars. On va parler de Netflix avec Squid Game. Squid Game avec une confirmation. Il y aura bien un remake aux États-Unis. Tout à fait, on en parlait il y a quelques semaines, quelques mois, c'était la grosse rumeur que David Fincher travaillerait sur un remake de Squid Game, ça y est, c'est acté. On sait que le réalisateur de Seven, de Fight Club et de Benjamin Button travaille non pas donc sur un film, mais vraiment la série remake de Squid Game. On n'en sait pas plus pour l'instant. Est-ce que ce sera un remake 1 pour 1 de la série sud-coréenne? Est-ce qu'il apportera, on espère quand même, sa patte et un scénario peut-être différent de celui de la série originale? Donc pour l'instant, c'est à l'état d'écriture et de prod, mais le projet pourrait voir le jour en 2025. On imagine évidemment sur Netflix, parce que désormais David Fincher a un contrat avec Netflix depuis Mindhunter, ensuite il a fait Mank, ensuite il a fait The Killer, et évidemment Squid Game est une série Netflix. Côté Squid Game, il y a aussi la saison 2 qui arrive très 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 prochainement sur la plateforme, le 26 décembre pour être précis, et il y a un teaser trailer maintenant de la saison 2 qui a été dévoilé, mais qui nous en apprend pas beaucoup plus quand même sur l'histoire. On sait juste que le héros de la saison 1 revient dans cette suite, qui va reparticiper au jeu et il aura un petit peu le rôle de vieux sage, celui qui a de l'expérience et qui veut casser le truc de l'intérieur parce que maintenant il sait comment ça fonctionne. Donc voilà. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, tant mieux, faut pas non plus trop... Le scénario de Hunger Games donc. Clairement, le scénario de Hunger Games, tout à fait, mais en Corée du Sud, et beaucoup plus violent, techniquement. Ça, aussi. c'est cool. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, moi ça m'intéresse. Enfin, évidemment, Squid Game, c'est un phénomène, tout le monde connaît, mais j'ai vraiment apprécié la saison 1, et j'espère que c'est pas juste une suite pour faire une suite, et ils misent gros dessus Netflix, parce que s'ils le sortent le 26 décembre... Oui. C'est que c'est leur gros projet de fin d'année. C'est le gros truc, c'est pas un gros film comme ils avaient pu faire, là c'est vraiment la série, donc voilà. Et on précise aussi qu'il y a une troisième et dernière saison qui est déjà confirmée. Apparemment ils auraient filmé back-to-back les deux saisons 2 et 3 pour que la troisième soit diffusée potentiellement dans 6 mois, ou en tout cas 6 mois après la diffusion de la 2, donc peut-être au courant de l'été 2025. Donc tout ça, ça peut aller très vite. Très bonne nouvelle. J'imagine qu'il y aura un gros cliffhanger à la fin de la 2. Oui, ce serait logique. On en pense quoi David Fincher qui revient, enfin qui arrive pour faire un remake de Squid Game. J'ai l'impression que David Fincher là, il commence un petit peu à perdre de son aura, en tout cas de mon côté aussi, parce que Mank est un film extrêmement niche quand même, je trouve. C'est pas un film grand public, c'est très compliqué de voir Mank, je trouve, et de prendre du plaisir quand on n'est pas très cinéphile. Mais même quand on est cinéphile, c'est quand même un particulier. J'ai aucun souvenir de ce film, ce qui est assez triste à dire. Bah voilà, même si Holman est super, il y a Lily Collins dedans et tout, enfin il y a vraiment un super casting, l'image est cool, enfin l'histoire est cool, en plus à raconter elle est trop bien. The Killer, tu l'as peut-être pas vu avec Michael Fassbender, non, j'ai pas vu The Killer encore. Voilà, qui est adapté d'une BD française, qui est bien, mais tu sens que c'est un peu en régime tranquille, quoi, c'est pas fou non plus. Puis le fait de le voir sur une plateforme, c'est un peu dommage. Et après il y a Mindhunter qui est sorti bien avant et qui maintenant est terminé. Mindhunter, c'est contre-exemple pour le coup. C'est le contre-exemple, mais est-ce que c'est totalement lui? C'est pas sûr non plus, tu vois, parce que il est prod et il a pas réalisé tous les épisodes et il a pas. Tu vois. Mais c'est vrai que niveau filmo, un peu compliqué, quoi. Je sais pas trop ce qu'il fait, quoi. Alors il va peut-être nous surprendre. Hein, sur ce projet-là, spécifiquement, moi je suis un peu surpris de le voir sur un remake. Alors c'est pas la première fois qu'il fait du remake. On peut penser à Millennium, qui était très très bien. The Girl with the Dragon Tattoo, je crois en anglais, c'était. Qui pour le coup était pas mal du tout. Moi j'ai tendance à penser que si tu veux faire un remake, tout particulièrement d'une œuvre qui est si récente, c'est qu'il faut que tu aies quelque chose à dire. Je me dis que le contexte américain et Squid Game, ça peut faire des étincelles, potentiellement.
Maintenant, est-ce qu'il est vraiment inspiré ou est-ce que c'est pas juste un chèque? Franchement, ça me rendrait super triste que David Fincher fasse ça de sa carrière. Je pense pas que ce soit ça, quoi. Donc j'espère Mais tu mets le doigt dessus, hein. que c'est parce qu'il a des choses à dire. Ouais, je pense parce que c'est connu à l'international, ça a cartonné aux États-Unis, donc en fait, c'est pas comme si la série elle était un peu discrète et tu vois, c'était un banger venu de Corée du Sud. Un banger. Un banger, quoi. Non, maintenant c'est vraiment mondial, donc. À part le fait de critiquer la société américaine, je pense que la société américaine est fracturée. Je pense qu'il y a deux pôles, quoi. Et les élections, là, on enregistre maintenant, lundi, quand ça va être diffusé mercredi dans vos oreilles. On ne sait pas. On a un nouveau président. On n'a pas de spoiler pour vous. On sait pas. Ouais. Mais je pense que l'Amérique, est coupée en deux. Et peut-être que David Fincher a des trucs à dire. Tout à fait. On verra. Mais en tout cas, ça reste un mec qui fait des trucs très propres visuellement. Oui. Donc ça, c'est cool. Mais j'espère qu'il aura des choses à raconter, quoi. Voilà, moi, j'ai aucun problème avec la qualité de ce qu'il va produire, à mon sens. Je me questionne sur l'intérêt de faire ça dans sa filmographie. Après, si ça se trouve, d'ici 2-3 ans, il va nous sortir son truc et ça va être incroyable, tu vois. Donc c'est juste que pour l'instant, j'ai du mal à le voir faire ça. Surtout qu'en plus, David Fincher, maintenant, il a le droit de faire ce qu'il veut, tu vois. Donc on peut pas dire que il fait ça juste pour se faire des thunes. Mais en l'occurrence, c'est étonnant. Puis à une époque, il était sur le projet de suite de World War Z. Oui, c'est vrai. Qui ne s'est jamais fait. Mais c'est pareil, j'aurais bien voulu le voir sur un film de zombies. Qu'est-ce qu'il a raconté. Peut-être que tu vois, il revient à ça. Peut-être que ça se rapproche d'un potentiel truc qu'il voulait raconter à l'époque sur la société, sur le monde, et il peut le faire avec Squid Game. Je sais pas. Carrément. Moi, j'ai des choses à vous dire du côté de Marvel, puisque Marvel, ces derniers jours, hop là, j'ai failli faire un gros problème de strike copyright puisqu'il m'a lancé, il m'a lancé la vidéo avec le son. J'étais là, non. Marvel Studios a dévoilé sa TV slate, donc comprendre son programme pour la suite des prochains mois sur Disney+, à la télévision, et il se trouve que on retrouve pas trop ce que disait Bob Iger en reprenant en main Disney il y a quelques mois, qui disait oui, non, mais Marvel, il faut qu'on réduise la voilure, c'est important pour la qualité. En fait, sur la TV slate, je sais plus combien j'en ai compté, mais il y a 6 ou 7 projets dans l'année qui vient. Ouais, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de projets animation tout de même, mais malgré tout, ça fait quand même une grosse production. Donc on sait que What If, la série d'animation d'anthologie, reviendra pour une saison 3 le 22 décembre 2024 sur Disney+, avec une sortie quotidienne d'épisodes sur la période de Noël, ce qu'ils avaient déjà fait de mémoire sur la saison 2, je crois. Oui, tout à fait. Daredevil Born Again, alors ça, vous le savez puisque vous écoutez Pop News religieusement, mais a désormais une date de sortie, le 4 mars 2025, sur Disney+, avec le retour de Charlie Cox, de Vincent D'Onofrio, de Deborah Ann Woll, de John Berntal, etc. Donc tous les personnages clés de l'univers Netflix de Daredevil revient pour cette nouvelle incarnation de Daredevil dans le MCU désormais. Toujours de l'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui arrive le 29 janvier 2025. C'est de l'animation également, je crois que c'est centré sur le personnage de Miles Morales, donc pourquoi pas. Et ensuite on a Ironheart le 24 juin 2025, c'est du live action avec le personnage de Riri Williams. J'avais oublié cette série. Ouais, qu'on avait déjà vu dans Black Panther 2 et qui à l'époque devait arriver bien plus tôt que ça dans le MCU, mais ça a été décalé, puis redécalé, puis redécalé. Et bonjour à Catherine, bien entendu, qui nous rejoint, la mascotte du podcast, bien entendu. Donc Ironheart, c'est un petit peu une incarnation sans vraiment le dire, d'Iron Man au féminin, grosso modo, avec le personnage de Riri Williams qui utilise un petit peu des pièces d'armure, etc., qui ressemble un petit peu à Iron Man dans l'idée. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu, on l'a vu qu'une seule fois. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu, c'est vrai, donc écoutez, pourquoi pas. Et c'est vrai que elle avait été introduite pour la première fois dans Black Panther 2, et c'est depuis... on n'a plus du tout entendu parler. Ouais. Marvel Zombies en octobre 2025. Ce qui est rigolo, c'est que c'était déjà apparu dans What If,
crois que c'était la saison 2 ou la saison 1, je sais plus, où il y avait du coup un épisode dédié à cette thématique-là. C'est un arc qui est très connu des comics, et donc du coup, à nouveau, c'est de l'animation qui arrivera pour Halloween 2025. Voilà pour Marvel Zombie. Et enfin, en décembre 2025, on peut signaler Wonder Man, une série live-action avec Yahya Abdul-Mateen dans le rôle titre. On le voit d'ailleurs dans ce trailer-là aux côtés de Ben Kingsley, alias le Mandarin, avec des grosses guillemets d'Iron Man 3, dans ce qui ressemble à un studio hollywoodien. Donc peut-être qu'il y a des choses à tirer là-dessus, sur ce fil-là. Bon, pour être très honnête, les projets TV de Marvel Studios d'ici à l'an prochain sont assez peu... comment dire enthousiasmant. Ouais, enthousiasmant, merci. À part Daredevil, y a rien. À part Daredevil, c'est vrai que bon, c'est le genre de truc, tu vois, si t'es pas devant ton poste de télévision le jour où ça sort, je pense que on t'en voudra pas. Il est pas impossible qu'il y ait des trucs incroyables. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter dans mon rundown, il y a Eyes of Wakanda qui sort le 6 août 2025, c'est de l'animation sur le Wakanda. Et sur ces guerriers notamment, il y aura aussi la reprise du rôle d'Okoye par Danai Gurira. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est des projets... Alors tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'animation. Et au total, il y a 3 séries live-action, ce qui est déjà beaucoup en fait, hein, quand il pense. Mais ouais, Marvel et le syndrome de l'équipe B, nous dit Ten, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu l'idée. Donc voilà, pour la slate télévision de Marvel Studios. Et, je précise, puisqu'on en parlait il y a 2 semaines, Spider-Man 4 est désormais une réalité, puisqu'il a été officialisé. Et non seulement c'est officialisé, mais en plus, on a une date de sortie officielle. Ce sera le 24 juillet 2026. Et il se trouve que ce sera du coup le premier film Marvel après Avengers Doomsday, qui sort le 1er mai 2026 aux États-Unis. Donc vous dire que potentiellement il peut y avoir des liens. Ou pas. C'est sûr. Oh, je pense. On l'espère. Oui. Voilà pour Marvel. Parlons un petit peu de Ridley Scott. Ridley Scott qui, en ce moment, tire dans tous les sens avec les nouveaux projets. Alors, Gladiator 2, oui, mais Gladiator 3, pourquoi pas? Et pourquoi pas un nouveau film Alien, tiens, dis donc. C'est fou, ça, c'est fou. Alors, il y a Gladiator 2, comme tu l'as dit, qui sort là en novembre, et je suis très très chaud pour le voir. Je rappelle qu'il y a un Colisée piscine dans la bande-annonce, ça a l'air très très sympa. Le pédiluve. Le pédiluve géant. Il y a Gladiator 3 qui a été annoncé dans le magazine Première, hein, Cocorico, potentiellement par Ridley Scott. Il a dit que c'était quelque chose auquel il pensait, donc pourquoi pas. J'imagine que si le succès est au rendez-vous pour le 2, il y aura un petit 3e. Et surtout, en fait, après le succès de Romulus, Alien Romulus, Ridley Scott prépare en fait un nouveau film Alien pour la 20th Century Studio. Est-ce qu'il va faire une suite directe à ce qu'il avait fait avec Prometheus et Covenant, ou est-ce qu'il revient vraiment à l'Alien classique? Pour l'instant, on n'en sait pas trop, mais c'est sûr et certain qu'il prépare un nouveau Alien. Moi, j'aimerais bien qu'il finisse l'histoire de David, en fait, qu'il avait entamé dans Prometheus et dans Covenant. Ce serait super. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Il travaille aussi, parce qu'il faut le savoir, Ridley Scott, c'est un bourreau de travail, le mec qui est sur 1000 projets tout le temps. Il travaille également sur un film de guerre qui s'intitule Battle of Britain, et il développe un autre film qui est un thriller qui s'appelle Bombe, alors qu'il a 86 ans, et il continue toujours de lancer plein de projets à droite à gauche. Je trouve ça assez ouf, quoi. Donc voilà. Incroyable. Écoute, espérons que ce soit pas juste histoire de d'écluser tout son catalogue pour gagner encore un petit peu de thunes. J'ai l'impression... Enfin, je suis pas sûr qu'il le fasse pour ça. Bah après, moi je pense qu'il le fait en toute bonne foi, mais oui. C'est vrai que rétrospectivement, si tu regardes ses dernières productions, on est sur des trucs qui sont pas toujours super nécessaires. Non, mais le dernier duel, par exemple, c'est très très bien. Oui. C'est vraiment très très bien. Mais moi, pour le coup, je parle plus de quand il va trifouiller dans ses anciens jouets, tu vois. Ah oui, ok, ouais. Oui, alors dans les anciens jouets, ouais, c'est vrai que... Gladiator 2, ça, apparemment, c'est ok. Hein, j'espère que c'est très bien. Sympa. Moi, alors, c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est Denis Villeneuve, mais Blade Runner 2049. Ouais. On aime ou on n'aime pas. Je suis pas super fan. Je suis pas un grand fan. Pas mauvais, mais je suis pas super fan. Mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir, tu vois. Non, étrangement non, tu vois. Mais en tout cas, c'est un film qui est produit par Scott et qui a été. Donc je sais pas. À voir. Moi, de toute façon, vous savez, moi, je suis curieux. Je veux voir.
Mais au moins terminer sa trilogie avec David, il l'avait prévu en fait. La Ouais, trilogie. de fou. Covenant n'avait pas marché, Écoute, mais bon, ah, voilà. on croise les doigts. Parlons de Tomb Raider. Vous ne le savez peut-être pas, ou alors peut-être si, puisque vous écoutez Pop News, il y a une série sur Prime Video qui est prévue pour adapter Tomb Raider, une nouvelle adaptation en live-action de Tomb Raider, la saga, et en ce moment, il se trouve que Prime est en train d'essayer de chercher son actrice pour jouer Lara Croft. Vous savez évidemment qu'une adaptation de Tomb Raider, bah, c'est quand même très important de trouver sa Lara Croft, et on a deux noms qui font surface en ce moment. Le premier, c'est Sophie Turner, donc Sansa Stark dans Game of Thrones, mais aussi Jean Grey dans X-Men Apocalypse. On a aussi Lucy Boynton, que vous connaissez parce qu'elle a joué dans Bohemian Rhapsody, dans Meurtre sur l'Orient Express, ou aussi dans Greatest Hits, dont on a parlé il y a pas si longtemps que ça avec Adrien. Mais oui. Ouais, et donc ces deux actrices-là, on sait via Deadline, sont en train de passer des tests. Il y a d'autres actrices qui sont nommées, mais qui a priori, elles, ne passent pas encore de tests. Donc c'est Emma Corrin et Mackenzie Davis. Et pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Mais il est probable que ça va durer un petit peu de temps, parce que ce genre de casting, ça prend toujours énormément de temps, parce que les studios aiment bien se rassurer pour faire en sorte que ça soit la bonne personne. Pour l'instant, on sait pas encore qui fait aussi partie de la shortlist, mais ce serait la 3e adaptation de Tomb Raider en live-action, après Angelina Jolie dans les années 2000, Alicia Vikander en 2018, et à noter qu'une série d'animation est sortie sur Netflix il y a quelques semaines, et qu'elle est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2. Oui, donc Tomb Raider, ça marche toujours bien. Ouais. Donc potentiellement sur Prime aussi, dans une série de jeux vidéo, quoi. Paradoxalement, pas de jeux vidéo. Mais c'est très étonnant, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux jeux vidéo Tomb Raider. Depuis, c'est Rise of the Tomb Raider. Le dernier, là, avec les clips sur la jaquette. Il faudrait que je regarde quand est-ce que c'est sorti, mais ça fait un moment quand même. Hein. Mais c'est pareil, puis il y a eu un anniversaire, je crois, un pack anniversaire. Mais... Oui, alors j'avoue que je compte pas trop les remasters, mais... Alors c'est Shadow of the Tomb Raider qui est sorti en 2018. Ah, quand même, ça fait déjà 6 ans, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Oui, alors pour l'actrice, Lucy Boynton, pourquoi pas hein. Pourquoi pas, elle est cool. Je suis moins fan de... Comment ça s'appelle Sophie Turner, ça fait quand même un moment que je l'ai pas vu dans quelque chose qui m'a marqué. À part... Non, à part Jean Grey, j'avoue, je l'ai pas ailleurs, quoi. Mais bon. Ouais, c'est pas une grande actrice. C'est-à-dire que, en plus, l'époque où on l'a vraiment beaucoup vu jouer, elle était adolescente, tu vois. Ouais. C'est un peu compliqué, je pense, de juger. Mais je pense qu'il lui manque peut-être un nouveau rôle, tu sais, qui lui permettrait de... Mais je suis pas certain que ce soit Lara Croft, pour le coup. Non, ça lui irait pas, je pense. Mais tu sais où je la verrais bien, Sophie Turner? Je la verrais super bien dans un Bridgerton ou dans un Downton Abbey. Oui, carrément. Ça lui irait super bien, pour le coup. Ouais, mais ça fera encore la classe royale, etc. Ouais, un peu, je suis d'accord. Ça ferait un peu redite pour elle. Tout à fait. Voilà donc pour les news de ces 2 dernières semaines. Évidemment, on va vous parler du film Game of Thrones, mais dans le gros sujet de cette semaine, donc restez évidemment stay tuned. Comme on dit, c'est l'heure du point box-office, Adrien. Tout à fait, et je commence avec L'amour ouf qui fait un énorme carton. Il a changé son conducteur. Je suis désolé, j'ai changé mon conducteur. Tu me dis pas où tu veux que je commence, mais bien sûr, alors attendez, j'ai compris. Je vais parler de Venom, c'est ça que tu veux? Oui. Je parle de Venom, mais bien sûr, je vais parler de Venom. Je vais te parler de Venom 3, de Last Dance, Venom 3 qui en France fait déjà 684 000 entrées lors de son premier week-end, dont 81 000 en avant-première sur 645 copies. C'est un démarrage inférieur au premier Venom, mais supérieur au deuxième, donc il est pas mal, il se situe bien en France, c'est plutôt un bon démarrage. Aux US, il fait une première place en fait, avec un maintien meilleur que prévu sur les semaines qui passent, avec 26,10 millions de dollars lors de son deuxième week-end. Au total, il a fait 90 millions de dollars sur le sol américain. Dans le monde entier, il a fait 317 millions de dollars après son deuxième week-end, donc c'est pas mal du tout. En Chine, il a déjà fait 70 millions de dollars. Et en France, si on ramène ça en dollars, il est déjà à 6,5 millions de dollars, ce qui fait de lui le 7e marché, ce qui fait de la France le 7e marché mondial pour le film. Donc pas mal en fait pour Venom 3, même si apparemment c'est Venom 3. Hein,
Quelle surprise. Voilà, c'est pas un grand film, mais le public est au rendez-vous. Est-ce que tu veux que je continue avec L'amour ouf? Je t'en prie, ça y est, c'est bon, tu t'es remis sur tes pattes. Je suis là, je suis sur les rails. Je reprends avec L'amour ouf qui, lui, vraiment fait un gros démarrage avec déjà presque 3 millions de tickets vendus après son 3e week-end. On est à 2 933 703 places vendues après le 3e week-end et le cap des 3 millions d'entrées, évidemment, a dû être franchi ce lundi ou sera franchi ce mardi pour ceux qui nous écoutent en podcast là en début de semaine pour le film de Gilles Lelouch. C'est une performance assez exceptionnelle et ça confirme vraiment que le public est au rendez-vous et que le bouche-oreille fonctionne très très bien après sa diffusion à Cannes et toute la promo qu'il y a eu. Il y a eu une belle session marketing quand même pour le film. C'est beau. Je continue avec, et j'imagine que ça va te faire plaisir pour ton conducteur, Anora. Le petit film Anora qui lui a fait 30 127 entrées lors de son premier jour sur 366 copies et au total avec les avant-premières on est à 31 838 entrées. Pour le film de Sean Baker qui avait réalisé Red Rocket, c'est un démarrage proche de Sans filtre de Rupert Oslong, c'est ça, c'est Oslong, qui lui aussi avait été Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc c'est un bon démarrage pour un film indé. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de marketing autour d'Anora, je l'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais voilà, c'est plutôt bien pour un petit film indé qui a pas coûté évidemment très cher. Ouais. Je continue avec Juré numéro 2, qui est possiblement le dernier film de Clint Eastwood, avec Nicolas Hoult. Il a fait en France 385 000 entrées lors de son premier week-end, sans avant-première, donc c'est vraiment un très bon lancement. C'est un meilleur lancement pour un film de Clint Eastwood, c'est le meilleur lancement pour un film de Clint Eastwood depuis La Mule en 2019, donc c'est quand même... pas mal du tout. Et à l'international, la France a récolté 3,1 millions de dollars pour le film, donc c'est le principal marché pour le film. On est un énorme consommateur du film de Clint Eastwood et aux États-Unis en fait il y a une distribution extrêmement limitée. C'est à n'y rien comprendre en fait. C'est le dernier film de Clint Eastwood, sûrement le dernier film de Clint Eastwood, qui a reçu de très bonnes critiques. Le public est au rendez-vous, mais pourtant les Américains ont décidé de le diffuser dans un nombre très restreint de salles. Donc c'est quand même assez étrange de dire au revoir à cette relation parce que la Warner et Eastwood c'est quand même quelque chose un contrat longue durée. Et au total, hors États-Unis, on est à 5 millions de dollars sur 6 territoires. Donc c'est pas un énorme succès non plus. Et le film me tente beaucoup, quoi. Juré numéro 2 a l'air très bien. Et enfin, je termine par Joker 2, Joker Folie à 2, qui lui dépasse le million après la 4e semaine en France. C'est le 25e film à dépasser le million d'entrées en 2024. Au niveau des prévisions, il devrait terminer autour de 1,1 million d'entrées. En tout cas, il sera bien loin des 5,6 millions d'entrées qu'avait fait Joker en France en 2019. Aux États-Unis, on est à 57,8 millions de dollars, donc c'est 5 fois moins que le premier opus. C'est quand même assez ouf la chute de ce film. Et à l'international, on est autour de 143 millions de dollars récoltés. C'est également 5 fois moins que les recettes du premier Joker. Au total, si on prend les États-Unis et l'international, on est à 201 millions de dollars. Donc évidemment, ces chiffres vont être compliqués pour Todd Phillips et évidemment la Warner dont on parlait juste avant pour rentabiliser le film, même si les ventes en VOD et en Blu-ray pourraient aider à amortir un tout petit peu les pertes. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, les DVD se vendent de moins en moins et ça va être un peu difficile tout ça, quoi. Et pour la petite anecdote, Hideo Kojima a vu le film en disant que c'était génial et que dans 10-20 ans, on réhabilitera Joker 2 et je crois, c'est ça, oui, Tarantino a dit que Todd Phillips était un punk et que c'était super ce qu'il avait fait, c'était lui le Joker en fait. Donc voilà. Donc les grands créateurs et cinéastes aiment bien. Et je vais te dire que ça fait une belle jambe au studio. Hein. Les actionnaires n'en ont rien à foutre. Du coup, oui, elles sont où mes thunes, tu vois. Exactement, ouais. Mais l'art vit toujours. Quoi. Écoute, moi je vous avoue que samedi dernier, j'avais la possibilité, enfin vendredi dernier, j'avais la possibilité d'aller voir le film. J'ai eu une grosse flemme. Je comprends. Voilà.
Je comprends, surtout qu'il est dispo en digital, donc c'est un peu... Bon. Ah, pas chez nous, hein, mais... Oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. D'Amérique. Très bien. C'est l'heure de parler de la grande nouvelle de ces 2 dernières semaines, de la grosse news de ces 2 dernières semaines, ou du moins qui a fait certainement beaucoup parler sur les réseaux de fans de Game of Thrones, puisque a été annoncé par le Hollywood Reporter une nouvelle comme quoi la Warner serait en train d'explorer le développement d'un film Game of Thrones. C'est un tout début de développement, apprend-on de la part de plusieurs sources du Hollywood Reporter, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a ni réalisateur, ni acteur, ni scénariste pour ce projet, donc vraiment, on patauge dans l'exploration la plus pure, hein, bien sûr, de la part de Warner, mais... En tout cas, ce qu'on apprend, c'est que le studio serait intéressé par l'idée d'explorer l'option cinématographique pour l'univers et la licence de George R.R. Martin. On sait évidemment que ça a fait les grandes heures de HBO ces 10 dernières années. Ce serait en tout cas un gros changement dans la stratégie de HBO et de Warner, qui précédemment disait « Bah non, mais Game of Thrones, c'est pour HBO ». Rappelez-vous quand même qu'en 2019... à l'époque où on devait terminer la série Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss voulaient terminer la série par 3 films. Chose qui avait été refusée par HBO, parce que HBO, pour eux, c'est la télé. Donc du coup, ça avait pas de sens de faire de films. Et voilà donc cette nouvelle qui vient chambouler un petit peu toutes ces choses-là, toutes les certitudes qu'on avait à ce sujet-là. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements à la tête de HBO et de Warner entre-temps. On en parle très régulièrement. Il y a de plus en plus de connexions entre le cinéma et les séries télé chez Warner, notamment chez DC Studios, entre le Pingouin et le Batman de Matt Reeves, par exemple, entre Dune et Dune Prophétie. Donc ce serait logique, quelque part, d'avoir Game of Thrones en série, et pourquoi pas, des films Game of Thrones au cinéma. Ce serait en tout cas une nouveauté. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que c'est une mauvaise idée, Adrien? De faire un film ou de pas faire de série? Pas de série Game of Thrones, je veux dire, parce qu'il y a des séries dérivées de... Bien sûr, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, de ce qu'on sait, il y a des séries qui sont en développement chez HBO. Il y en a beaucoup, même. Il y en a même une qui est confirmée pour 2025, hein, qui s'appelle The Night of the Seven Kingdoms. Il y a aussi la saison 3 de House of the Dragon, qui est attendue, on imagine, pour 2026. Mais il y a aussi d'autres trucs qui s'empilent petit à petit. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, justement, d'explorer à la fois la série télé et probablement d'avoir une production Game of Thrones par an chez HBO, et en plus, une fois de temps en temps, d'avoir des films? Ouais, alors, j'aimerais bien avoir un film Game of Thrones, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir, de retourner dans l'univers déjà. Ce serait cool de retrouver Game of Thrones. Comme on l'a connu, malheureusement, en fait, on ne retrouvera pas le Game of Thrones qu'on a connu, c'est sûr et certain, parce qu'il y a plein d'acteurs qui ne reviendront pas. Oui. On aura une histoire peut-être totalement différente de celle qu'on nous racontait, très clairement, oui. Certain, de toute façon. Voilà. Est-ce qu'ils partiront sur du Jon Snow? Est-ce qu'ils partiront sur du Arya Stark qui part ailleurs? Est-ce qu'ils raconteront que ce soit un préquel peut-être, que ce soit, tu vois, une histoire parallèle qu'on n'a pas vue, des choses comme ça. Mais si tu fais un film, en général, c'est que tu veux faire du pam pam boum boum un petit peu aussi, et que tu veux me mettre les petits plats dans les grands, et donc raconter peut-être une épopée, tu veux raconter une bataille, tu veux raconter une guerre, tu veux raconter des choses comme ça, quoi. Le truc de Game of Thrones, et on le dit souvent, et je l'ai fait souvent, la critique dans House of the Dragon, ce que j'aime beaucoup dans Game of Thrones, c'est l'aspect politique. Ouais. Évidemment que les batailles sont géniales et qu'il y a plein de trucs trop cool dans Game of Thrones, mais c'est vrai que le côté mix parfait qu'on avait à la télé, d'épisodes très couloirs, très, tu vois, guerre interne, c'était génial, avec ces batailles pendant 20-30 minutes, avec des dragons notamment à la fin, et des vrais figurants, des vrais trucs, enfin tu vois, des vrais décors, tu vois, à l'extérieur. J'adorais ça. Là, ils pourront faire la même en film, mais je veux dire, il y a des films qui le font très bien sans que ce soit la franchise Game of Thrones. Je pense que la hype est passée aussi depuis longtemps, maintenant c'est fini. La série s'est crashée, faut pas se mentir. Je pense que c'est pour moi un peu irrécupérable même. Je pense qu'elle est ternie par la fin. Cette série. En avait parlé à l'époque, on avait dédié un gros sujet à ce débat, savoir si la fin de Game of Thrones avait entaché
l'image et la réputation de la série au global. On était plutôt tombé d'accord, hein, sur le fait que, bah oui, en partie. Je pense, hein. Moi, je pense que vraiment aujourd'hui, Game of Thrones, ça a plus l'aura qu'elle avait. Je vais pas redire ce que j'ai dit dans l'autre épisode, mais pour moi, vraiment, Game of Thrones a plus ce truc comme peut avoir Breaking Bad, comme peut avoir des Sopranos, The Wire, des choses comme ça, c'est pour prendre, tu vois, des séries HBO aussi. C'est vraiment des séries qui sont restées dans l'inconscient collectif comme des séries fondatrices qui ont tenu l'épreuve du temps. Ouais. Je pense que Game of Thrones, il y a un rewatch, aucun problème, tu vois. Ah oui. Mais la fin, c'est vrai que tu te dis, haut de boudin, quoi. Enfin, c'est quand même très dommage. Donc là, soit ils reviennent pour faire un mot d'excuse en disant, bon, bah, on va peut-être vous refaire un film, voire une trilogie, et on va faire ça bien. Soit il me raconte vraiment une histoire parallèle, un peu plus light peut-être, moins chorale, mais en même temps ultra intéressante, quoi. On se focus par exemple que sur les sauvageons, sur la quête d'Arya, etc. Quoi. Oui, moi je pense qu'il y a... Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de trucs à faire dans cet univers. Sûr. Ça, c'est évidemment ce que voit Warner. C'est qu'ils se disent, ok, il y a un terreau fertile, il y a énormément de matière à traiter. Maintenant, il faut pas faire l'erreur qu'a fait Marvel à une certaine époque, c'est-à-dire que c'est parce que ça existe qu'on va l'adapter. Ça, c'est aussi une des problématiques qui peuvent se poser autour de Game of Thrones et de l'univers de George R. R. Martin. Pour préciser évidemment, parce que je vois des messages dans le chat, il n'est pas spécialement question à l'heure actuelle de faire un remake des fins de la fin de la série Game of Thrones. Hein. À l'heure actuelle, on sait rien du tout de ce projet, et je pense pas que ce soit l'objectif. C'est compliqué aussi de faire un film. Je te coupe, excuse-moi, mais je suis en train de penser, ceux qui n'ont pas vu la série, parce qu'ils vont parler à ceux qui n'ont pas vu la série aussi. Nous, on part du principe que tout le monde a regardé la série, mais en fait, si tu veux ramener des gens au cinéma, il faut aussi ramener des gens qui n'ont juste une idée vague de ce qu'est Game of Thrones, quoi. Donc, complètement. C'est un peu compliqué, quoi. Et ça, c'est une des grosses problématiques, et comme tu le disais tout à l'heure, Game of Thrones, c'est aussi un univers qui est complexe. C'est un univers qui a énormément de matière, mais aussi de matière qui est difficile à mettre en place et qui a besoin d'un temps long pour être mise en place, ne serait-ce que la généalogie des gens, le qui est pote avec qui est l'ennemi de qui, comment s'appellent tous ces gens-là qui portent tous le même nom, mais en fait c'est des gens qui sont différents. Il y a une vraie problématique à porter à l'écran du Game of Thrones sur 2h30, 3h. Que là où sur les séries, on avait quand même 8-10 heures pour se familiariser avec ces trucs-là, et ce qui était une chance d'avoir le format sériel à ce sujet-là. Donc, est-ce que tu peux te permettre de faire la même chose sur un film de 2h30 ? C'est chaud. Donc ça veut dire qu'il va falloir resserrer à fond le focus, donc peut-être faire en sorte de se baser sur quelques personnages. Ce que tu disais tout à l'heure était intéressant. Tu parlais de Jon Snow, tu parlais d'Arya. Alors Jon Snow, le projet a été laissé tomber, on le sait depuis quelques mois. Le projet série, mais justement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent justement, c'est on n'avait pas suffisamment de choses intéressantes à dire. Donc s'ils n'avaient pas suffisamment de choses intéressantes à dire pour une série, est-ce que ça va être la même chose pour un film ? Tu vois, ouais. Ça, c'est une grande question qui peut se poser. Ce qu'ils auraient dû faire pour Obi-Wan Kenobi, la série, par exemple. Un film aurait été génial. Oui. Une série, c'était trop, tu vois. Ouais, clairement. 6 heures, c'était bien trop. 1h30, 2 heures, c'était parfait, quoi. Clairement. Donc là, pourquoi pas faire un film Jon Snow. Jon Snow, dans l'inconscient collectif, tout le monde le connaît. Ouais. C'est le gros neuneu qui tape. Et voilà. Donc en fait, je pense que ça peut fonctionner. Jon Snow, beaucoup moins compliqué à introduire comme perso. Oui, c'est moins complexe. Et à la fois, t'as tous des gens qui vont te dire oui, mais moi j'ai pas vu les 8 saisons de Game of Thrones. Pourquoi j'irai voir ça spoilera juste la fin en disant Jon Snow il est encore en vie. Bon, voilà, spoiler. Et puis voilà. Du coup, ouais, je sais pas. Après, je pense que c'est beaucoup plus dur de faire une suite à Game of Thrones, puisque non seulement Game of Thrones s'est terminé, n'avait pas la matière sur laquelle se baser pour adapter quoi que ce soit. Alors si en plus tu donnes une suite à Game of Thrones, où là pour le coup il y a aucune ligne décrite,
ça risque d'être compliqué. Et je pense que c'est pour ça que les projets de suite de Game of Thrones ne se font pas. C'est parce que justement, déjà George R. R. Martin n'a pas terminé ses 2 derniers bouquins, mais alors en plus, si on commence à extrapoler par rapport à une fin qui est potentiellement pas vraiment la fin de Game of Thrones telle qu'elle sera écrite, ça commence à faire chaud. Donc pour moi, c'est difficile de faire une suite à Game of Thrones en film. Ils vont forcément faire quelque chose qui est de l'ordre du préquel, à mon sens. Ah ouais. Ou alors quelque chose qui se passe en même temps. Tu vois. Ou en même temps, donc ouais, dans le chat, ça parle des marcheurs blancs, ça pourrait être pas mal. Marcheurs blancs, pourquoi pas, hein. Ouais, les marcheurs blancs, c'est vrai qu'on en sait peu, mais en même temps, ça casserait un peu la mythologie du truc aussi. C'est ça. Donc, c'est dommage. Il faut que George R. R. Martin soit d'accord, que ça spoile pas ses bouquins à venir. Enfin, tu vois, donc au bout d'un moment, en fait, il y a trop de problématiques. Moi, je pense que on va dire, les paris les plus faciles à tenir, ce serait un film sur la chute de Valyria, donc la presqu'île dont sont originaires les Targaryens, etc., les seigneurs dragons, qui a un destin un petit peu à la Pompéi, un peu à la Krypton, si tu veux, donc ça ferait un film catastrophe assez facile. Mais est-ce que ça serait intéressant? Je sais pas. Mais en termes de budget, ça peut se valoir sur un film. Ça raccroche les wagons en plus avec la House of the Dragon un petit peu. Ouais, carrément. Ça serait en diffusion simultanée peut-être. Ça serait pas con. Il y a un deuxième truc, mais là pour le coup on sait que c'est une série qui est en développement à l'heure actuelle. C'est la conquête de Westeros, donc là pareil, ça se situe avant House of Dragon. Donc là il y aurait aussi des Targaryens, il y aurait aussi des dragons. Donc là encore une fois tu restes vraiment dans la thématique Game of Thrones. Je pense que c'est les 2 trucs les plus valables, mais à l'heure actuelle la conquête de Westeros c'est une série qui est en développement. Et la chute de Valyria, pour l'instant, on sait pas. Donc pour moi, c'est potentiellement le truc qui serait capable de faire. C'est pas mal. Ça serait intéressant. Ah bah j'aimerais bien. Non, en film, oui, il faut pas... La vie cachée d'Odor. J'ai pas envie de voir ça. Et comment... Il y a un truc... Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi parce que t'es très 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 fan, mais je pense que les gens sont très attachés à la série mère en fait. Je suis d'accord. Et le succès n'est pas spécialement au rendez-vous pour House of the Dragon, on le sait, pour la saison 2 notamment, tu vois, c'est pas foufou. Peut-être que ce sera le cas pour de Hedge Knight, c'est ça? Oui. Mais je trouve que la série mère a fonctionné parce que c'était la série mère, parce que c'était ces acteurs-là, parce qu'on découvrait cet univers. C'était un renouveau à la télévision. Ah oui, mais complètement. Etc. Et aujourd'hui, bah, j'ai peur de l'effet Star Wars en fait. J'ai peur de l'effet Star Wars de allez, mangez mon univers et tout. En fait, ton univers il est sympatoche, mais il n'est pas non plus incroyablement cool, c'est-à-dire au point de, tu vois, faire un truc dérivé tout le temps. C'est-à-dire que moi, Game of Thrones, j'y allais parce que c'était directement dans mes veines, parce que c'était la hype du moment tout le temps. C'était super bien joué, c'était super bien filmé, l'histoire elle était folle, on savait pas ce qui allait se passer. En plus. Même après les bouquins, justement, on savait encore moins, tu vois, enfin, c'était fou. Et là, tu fais... Oui, on raconte les histoires de 2 familles qui s'affrontent pendant 2 saisons encore. Là, ça m'intéresse pas spécialement. Ouais, mais je pense que... 100 ans avant, on retrouve pas mes persos. En fait, je pense que il y a effectivement un public dont tu fais partie, à mon sens, de gens qui sont super attachés à la série mère, comme les super fans le sont aussi, hein. Mais pour qui ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? C'était suffisant. Mais il n'y a pas forcément besoin d'aller traire la licence, etc. Je pense que c'est une grande majorité même. Hein, mais... Je pense que c'est effectivement, parce qu'on le voit, hein, le différentiel en termes d'audience de la fin de saison 8 de Game of Thrones et du début de la saison de House of Dragon est assez parlant. Je pense effectivement qu'il y a des gens qui suivront pas. Non. Malgré tout. Après, sauf si c'est super bien vendu, etc. Voilà. Excellent. Hein. Et on est d'accord, mais ça faisait partie d'un des sujets qu'on avait débattu il y a un certain temps. On se disait en fait, ces séries, elles ont besoin de se reposer. Enfin, ces licences, elles ont besoin de se reposer. C'est trop gros. Et à l'heure actuelle, et on parlait évidemment beaucoup de Marvel, de Star Wars, etc. Mais moi, quand je vois ce genre de projet-là, bah, d'un côté, je suis très content parce que évidemment, je suis fan, donc je veux en voir plus, etc. Mais le risque, du coup, c'est que t'en aies juste ras le cul de voir tout ça. Ouais. C'est que tu sois en mode, ouais, bon, c'est encore un projet Star Wars. C'est ça. Ouais, bon, c'est encore un projet Game of Thrones. Moi, j'ai peur de ça. C'est-à-dire que, à une époque, on pouvait quand même se baser sur la qualité HBO. Oui. Mais à force
que Warner aille les pousser un petit peu à faire des trucs en mode allez-y, là il faut être rentable, machin, et qu'on ait potentiellement du coup un petit peu moins de budget. J'ai peur que HBO du coup devienne une chaîne un peu comme une autre, tu vois, où la qualité est toujours là, mais on sait plus les grandes heures qu'on a vécues. Il y a un autre sujet dont tu parlais un petit peu en filigrane, c'est que Game of Thrones, quand Game of Thrones est arrivé, ça a un peu redéfini le paysage audiovisuel mondial, où tout le monde à l'époque voulait son Game of Thrones et voulait sa manière de traiter à la Game of Thrones. Ça, c'est quelque chose évidemment que tu peux pas réitérer de cette manière-là. Et donc évidemment que ce moment est passé. On l'a tous vécu. Et là, peut-être que du coup, essayer de le remettre un petit peu en marche avec un House of Dragon, ça fait un peu faux dans le sens où c'est quand même très similaire à Game of Thrones et à la fois t'as un peu perdu ce côté nouveauté, etc. J'ai peur que ça fasse la même chose avec un film, quoi. Oui, je pense que ça peut le faire. Ça peut faire ça, justement, malheureusement. Je voyais une vidéo récemment de Nexus 6 sur YouTube, mec qui parle beaucoup de pop culture, etc., et qui a fait une vidéo dédiée à Star Wars et l'état de Star Wars actuellement. Il y a des choses à dire. Hein. Et sa conclusion, et c'est malheureux, en fait, je pense que Game of Thrones tend vers ça, enfin, en tout cas la licence, c'est que Star Wars, aujourd'hui, ne laisse plus du tout d'espace, en fait, sans mauvais jeu de mots, tu vois, pour digérer, pour profiter. Il parlait du gap entre l'épisode 6 et l'épisode 1, tu vois, c'était 15 ans, je crois, un truc comme ça. Facile. C'est même plus que ça, je pense. C'est plus que ça, ouais. Et tu dis pendant... plus que ça, ouais. Et pendant tout ça, on n'a pas eu de Star Wars. Maintenant, on en a tout le temps et en fait, on est gavé, on en a plus envie, quoi. Ouais, donc Game of Thrones, c'est pas encore ça. Non, en mais fait, ça pourrait l'être, à force. Moi, déjà, rien que les annonces, je fais... Oui, je vais déjà proposer de la qualité avant d'y aller, quoi. Parce que sinon, les gars, moi, ça m'intéresse pas spécialement, quoi. Ouais. Si tu veux, quand on est à ce que l'auteur que tu adaptes fasse des posts de blog au sujet de la qualité de ta deuxième saison de House of Dragon... Ah bon, ça. Chose qu'il n'a jamais fait, hein, précisons-le, pour la première série, enfin pour Game of Thrones. Bon, ça montre bien que... Bon, alors peut-être qu'il est pas suffisamment dans la boucle et qu'il est un peu, fâché là-dessus, mais il y a un souci, quoi. Clairement. Donc voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément vocation à être exploité à ce point-là, quoi. C'est une saga littéraire. Il y a eu le gros succès qui n'était pas prévu, évidemment, qui est incroyable, de Game of Thrones. Peut-être qu'ils vont pas réitérer l'exploit 2 fois, quoi. C'est pas grave, en fait, ça a été une super série. Je prends l'exemple des Sopranos, qui est une série HBO. Ils ont fait un film, David Chase a fait le film préquel des Sopranos avec le fils de James Gandolfini, qui joue donc Tony Soprano. Donc physiquement, t'as vraiment l'impression que c'est Tony Soprano jeune, ce qui est incroyable. Tu fais... Moi, j'étais trop content. Mais tu fais, on aura pu s'en passer, c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas le préquel, tu vois. Mais ils l'ont fait. Tu vois, moi, ce que j'attends, c'est, si tu veux, genre, si tu veux parler en termes de qualité, de spin-off, etc., si tu fais un spin-off de Game of Thrones, il faut que ce soit de la même qualité que Better Call Saul à Breaking Bad. Ah, ça, par contre, oui, évidemment. Tu vois, il faut que ça se justifie, que ça ait un sens. Parce que là, pour l'instant, si tu veux, quand ils ont annoncé Better Call Saul, moi, j'y croyais pas. Hein. Non, mais personne. Par contre, quand ils sont arrivés avec leur saison 1, je fais « Ah oui, d'accord. » et encore, ça a mis un peu de temps, quand même. Ça a mis un peu de temps. Mais, tu vois, c'est... Et quand en fait, moi, j'aime bien quand les choses se justifient, tu vois. Ouais. Et moi, c'est mieux Breaking Bad. Ah non, mais moi, honnêtement, je me pose cette question. Mais c'est même pas moi, j'ai répondu. C'est vraiment mieux Breaking Bad. C'est différent, faut pas les comparer non plus parce que j'adore Better Call Saul. C'est deux séries très différentes maintenant. J'adore Better Call Saul, j'adore Breaking Bad, mais alors peut-être qu'il y a la prime à la nouveauté. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fou dans Better Call Saul où il y a pas d'action. Ouais, c'est ça qui est fou. Et ils arrivent à faire des trucs. Il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, donc ça te tenait des fois, tu vois. Et là tu fais waouh, putain, et puis tout le monde est au cordeau, quoi. Tous les acteurs sont très forts, quoi. Breaking Bad, ils sont tous excellents, bien sûr, mais c'est pas non plus certains stellaires, quoi. Dans Better Call Saul, ils sont tous incroyables, quoi. Et l'image, tout. En fait, ils ont tellement rodé le truc que l'imagerie, elle est parfaite tout le temps. Ah non, mais
Bref, on n'est pas là pour parler de Breaking En Bad. termes de réal, mais Better bref. Call Saul. Non, mais c'était pour vous donner une espèce Mettez de Better Call référentiel. Saul. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand les projets se justifient. Et c'est vrai que, bon, bah, Star Wars, on l'a perdu depuis... depuis l'arrivée de Disney dans la boucle, j'ai envie de te dire. Ah oui, oui. Mais j'aimerais bien qu'on le perde pas avec Game of Thrones, parce que pour l'instant, House, ça va encore pour moi. Et je comprends les critiques, on en a d'ailleurs beaucoup parlé cet été. Mais... Tu vois, moi j'ai des doutes sur A Night of the Seven Kingdoms l'an prochain. Bah, ça a l'air d'être une série réduite. C'est une série sur quoi, 6 épisodes, c'est bien ça? C'est 6 épisodes, ouais. Et avec, moi, si c'est une mini-série, je préfère une mini-série plutôt qu'une série, tu vois, qui traîne un peu trop et qui sait pas exactement où elle va, quoi. Une mini-série, ça me va. À voir. Mais en tout cas, voilà, pour conclure sur cette histoire de film, je pense que comme tout, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quelle est la matière qu'ils veulent adapter. Et si ça se trouve, c'est pas du tout une adaptation qu'ils veulent faire. Ça va être une création dans cet univers-là, et ça se trouve, ça va être un truc d'animation, on n'en sait rien, tu vois. Enfin bref, à l'heure actuelle, on sait rien de ce truc. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de débattre un petit peu dans le vent à ce sujet. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée si on balise bien ce projet, qu'on utilise une matière qui est intéressante, mais qui n'a pas vocation à être adaptée dans une série, qu'on s'entoure des bonnes personnes pour réaliser ce truc et l'écrire, bien entendu, et qu'on évite de faire un projet juste histoire de faire la cash machine. Et j'ai un peu peur que ce soit ça le délire. Ouais, j'ai peur aussi de ça, quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch ou en podcast sur Spotify, ce que vous pensez de ce projet-là. Est-ce que vous êtes saoulés, en fait, de Game of Thrones et des suites, séries, sequels, préquels qu'on a avec House of the Dragon, Edge Knight, etc. Ou au contraire, vous êtes trop content que ça se poursuive et que le film, vous l'attendez vachement, quoi. Exactement. N'hésitez pas à nous le dire. On attendra ça avec grande impatience et on vous lira tous, bien entendu. Tout à fait. C'est l'heure du radar des sorties. Radar des sorties avec quelques petites choses quand même à vous signaler en termes de sorties dans les 2 semaines prochaines, avec notamment 2 films en salle. The Substance qui sort le 6 novembre, c'est un film de Coralie Farja avec Demi Moore et Margaret Qualley. Donc on traite le personnage d'Elizabeth Sparkle, vedette d'une émission d'aérobic qui est virée le jour de ses 50 ans par son patron à cause de son âge jugé trop élevé pour la suite de sa carrière. Le moral au plus bas, elle reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Lu comme ça, on dirait un pitch de Black Mirror. C'est Black Mirror ou quoi, là? J'en ai vu pas mal parler sur le Twitter américain, qui avait l'air de dire que c'était pas trop mal, donc voilà, je vous le signale. Ça sort du coup le 6 novembre en France. Et c'est une réalisatrice française, Coralie Farja. Tout à fait. Coralie Farja, quoi. Le 13 novembre, vous le savez, on en a déjà un tout petit peu parlé dans cet épisode, Gladiator 2 arrive dans les salles françaises, un film de Ridley Scott, avec Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington et Connie Nielsen et bien d'autres. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Si ça c'est pas beau ça, Oui. comme synopsis, ça donne envie, mais il y a juste un truc à dire, Colisée, piscine. Colisée, piscine. Et Paul Mescal quand même taillé pour le rôle. Alors, tu sais ce que... moi, ce que j'ai très envie de lire et de voir à la suite de cette sortie, c'est les avis des historiens sur ce film. C'est vraiment le genre de truc, tu sais, sur les sorties de films historiques. Je suis là toujours, je sors le popcorn, je fais oh, dis-moi comme c'est pas bien. J'adore. On s'en bat les couilles. Ah oui, on s'en bat les couilles. J'adore justement parce que ça me permet de comprendre un petit peu ce qui est de l'ordre du mythe, de la légende, etc. Mais ça rend un film, tu
sais, popcorn, etc. Ça m'amuse. Voilà donc pour nos 2 sorties salles. Un certain nombre de sorties streaming, cependant, dans les 2 prochaines semaines, notamment le biopic Bob Marley One Love qui s'arrive le 5 novembre sur Canal+. Sur Canal+, également, Godzilla, le X de Xbox, Kong, le Nouvel Empire, qui arrive sur Canal+, le 8 novembre. Sur Netflix, La Cage, une série créée par Franck Gastambide au sujet de l'UFC, enfin c'est pas vraiment l'UFC, mais bref, le MMA, qui sort sur Netflix le 8 novembre. Rêvant de passer pro, un jeune combattant peine à se faire remarquer quand un combat inattendu lui offre la chance de sa vie et un adversaire de taille dans la cage. The Fall Guy sur Canal+, le 9 novembre, ça avait été très peu suivi au box-office, un film avec Ryan Gosling et Emily Blunt, qui sort du coup le 9 novembre sur Canal+, si vous voulez le rattraper. Et enfin, sans doute la grosse sortie de novembre du côté de l'animation, c'est Arcane, saison 2, qui arrive le 9 novembre sur Netflix pour les 3 premiers épisodes. Pour les 3 suivants, c'est le 16 novembre, et les 3 derniers, ce sera le 23 novembre. On va rappeler que c'est la dernière saison d'Arcane, parce qu'ensuite Fortige va partir sur d'autres projets, et sur le pitch, juste histoire de vous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est, l'attaque contre le conseil de Piltover ouvre la voie à une terrible escalade du conflit entre donc la cité et Zone, sa cité on va dire voisine, et bien entendu les 2 sœurs Vi et Jinx sont en plein milieu de ce conflit-là. Voilà donc pour Arcane saison 2. Il y a un certain nombre de choses qui se disent en ce moment, puisqu'il y a une avant-première aux États-Unis il y a quelques jours, et les gens disent que c'est encore plus ouf en termes d'animation que la saison 1. C'est vrai. Donc ça donne très envie. Qui était sorti il y a 3 ans maintenant, je crois. C'était quoi, 2021 2021, ouais, déjà. Je sais plus. Ouais, je crois. Voilà donc pour Arcane, et pour ce radar des sorties, on va enchaîner rapidement avec nos 5 recos, Adrien. C'est toi qui commence d'ailleurs. Je commence ? Allez, c'est parti. Je commence avec Black Ops 6, le nouveau Call of Duty. Call of Duty, qui est sorti directement sur le Game Pass sur Xbox, maintenant qu'ils ont... Activision a été racheté par Microsoft, donc c'est pratique pour eux, ils peuvent directement mettre à disposition gratuitement le jeu aux joueurs, moyennant quand même 17€. Je fais des air quotes pour ceux qui nous écoutent. Pour 17€, vous avez le droit de jouer à tous les jeux du Game Pass. Je me suis réabonné, alors je m'étais plus abonné, je m'étais désabonné plutôt, pour jouer à Call of Duty. Bon, ce Call of Duty, ça n'a pas trop bougé, ça reste du Call of Duty bête et méchant, mais la campagne est plutôt rigolote, parce que j'aime beaucoup les Black Ops, je préfère beaucoup plus les campagnes solo des Black Ops que des Call of Duty classiques, de Modern Warfare et tout, même si c'est toujours sympa aussi. Dans cette campagne de Call of Duty Black Ops 6, on incarne en fait un agent de la CIA, au début des années 90, c'est vraiment pendant la guerre du Golfe. C'est après la guerre du Golfe. Non, ça se passe vraiment au début des années 90. On voit passer du Saddam Hussein, on voit passer du Bill Clinton. Dans un niveau, on se retrouve dans un rallye. Là, on est en pleine élection présidentielle. On se retrouve justement dans un discours de Bill Clinton, qui n'est pas encore président à ce moment-là. Donc voilà, on s'infiltre dans un bâtiment de Washington. Donc c'est rigolo. Il y a vraiment tout ce côté qui pompe tous les films d'espionnage, d'action, etc. On va même jusqu'à un truc un peu Ocean's Eleven à un moment, avec un braquage dans un casino, avec un changement de personnage à chaque fois qu'une action est réalisée, du style voler la carte d'un garde, puis ensuite hacker un ordinateur, etc. Comme dans un film, on fera un montage alterné, etc. Donc c'est plutôt rigolo, ça se fait sans déplaisir. Il y a un côté un peu fantastique aussi dans le jeu, comme dans tous les Black Ops, où il y a... Parce que savoir que les Black Ops, il y a le mode zombie dans les Black Ops, et donc il le rattache aussi un petit peu au mode solo, où il y a des visions un peu cheloues. La fin est un peu longue, je trouve que pour un jeu qui dure littéralement 6 heures, je pense. Ah oui, c'est toujours aussi court, les Call of Duty. C'est 6-8 heures grand max, mais je veux dire, même la fin, ça traîne un petit peu en longueur à base de... Il faut trouver 3 morceaux d'une connerie, et puis une fois que tu auras trouvé les 3 morceaux de la connerie, il faudra faire ça et tout, et là tu vois les grosses ficelles en fait. Donc en fait, j'ai vraiment envie, moi, d'un truc couloir. Quitte à faire un truc couloir, faites-moi un pam-pam-boum-boum couloir très simple, très con. Mais arrêtez de me couper dans mon élan tout le temps avec des fausses énigmes, en plus nul. Enfin, c'est pas très intéressant. Voilà, bref. Donc voilà, le multi, je vais en parler très vite parce que je me suis fait laver par des gamins de 13 ans. Je ne sais plus jouer, quoi. J'ai fait, oh mon Dieu. Ils étaient sur l'autoroute quand moi j'étais
voilà, sur la nationale, quoi. Donc ça faisait très peur. Et j'ai pas encore testé le mode zombie, il faudrait que je le teste. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais j'imagine qu'il est... Bon, l'état, tu recommandes? Bon, c'est pas comme si les gens attendaient que tu recommandes. Non, je pense pas que les gens attendent. Allez-y, parce que c'est rigolo de jouer à un Black Ops et Call of Duty, quoi. Donc c'est toujours sympa, quoi. Et alors, il y a un intérêt quand même de l'avoir sur le Game Pass, c'est qu'ils ont mis tous les derniers Call of Duty dans le Game Pass, mais au même prix, en fait. Pour 17 balles, en fait, avec l'abonnement, quoi. Ouais. Donc tu peux jouer vraiment à Modern Warfare 3, Call of Black Ops 6, le Cold War, enfin t'as au moins 3-4 Call of dedans. Et si t'as pas fait les campagnes ces dernières années, un peu comme moi, et bah c'est cool. Là, tu peux les rattraper, en fait, je peux les rattraper. Donc ça c'est plutôt sympa, quoi. Ça marche. Voilà, let's go. Tu veux faire la tienne, on alterne à chaque fois? Écoute, oui, je peux en faire une, je peux en intercaler une, tac, tac, tac. Je commence par le film que je suis allé voir vendredi dernier. J'ai profité du 1er novembre pour aller voir Flow, dont je vous ai parlé dans le radar il y a 2 semaines. C'est un film de Gins Zilbalodis, un laiton, réalisateur laiton, qui a été projeté pour la première fois à Cannes, dans la sélection Un certain regard, et qui, à Annecy, lors du festival d'animation français, a été récompensé notamment des prix du jury et du public. Et de la meilleure musique originale. Il se trouve que c'est un film qui est muet, puisqu'il n'y a pas de dialogue dans ce film, puisqu'on y suit des animaux, dont un petit chat. Noir avec des grands yeux, un peu comme Catherine. Ce chat, en fait, il vit dans un monde un petit peu étrange, qui est animé par la montée des eaux. Et il doit faire face dans ce monde post-humain, où toute vie humaine n'est plus visible, à cette fameuse montée des eaux, et apprendre justement à ne plus avoir peur de l'eau, puisque quand on est un chat, forcément, ça fait toujours un peu peur, ce genre de truc. Voilà, l'eau, ça mouille, bien entendu. Et évidemment, en fait, donc c'est un film qui dure 1h20, 1h25, donc qui est assez rapide, mais qui suit du coup ce personnage-là, qui va un petit peu s'ouvrir au monde, et par la force des choses, et apprendre aussi à côtoyer d'autres animaux, notamment un affable capybara, et un lémurien kleptomane, ainsi qu'un labrador un peu trop joyeux. Vraiment, c'est assez rigolo, et moi ce qui m'a frappé, bon déjà c'est que c'est superbe en termes d'animation et en termes de visuel, mais aussi en termes juste de gestuel pur, pour quelqu'un qui a un chat et qui les observe un peu, qui a des chats et qui les observe souvent. C'est fou à quel point c'est plus vrai que nature, quoi. En termes d'animation, que même s'il ne parle pas, ce chat, tu sais exactement ce qu'il est en train de penser. Quand il est saoulé par le labrador, ou quand il essaie de faire passer un message, tu vois, même c'est reproduit jusque dans ses gémissements, etc. C'est assez impressionnant. C'est un film qui paraît un petit peu pour enfants quand tu le regardes comme ça de loin. Je le conseillerais pas à des enfants qui sont trop jeunes. En fait, il faut savoir que moi, du coup, je suis allé le voir, il y avait énormément d'enfants avec leurs parents dans la salle, qui était pleine d'ailleurs, mais j'ai entendu pas mal d'enfants un peu impressionnés par ce qui se passait à l'écran, parce que forcément, il se passe des choses un petit peu, assez impressionnantes, tu sais pas exactement ce qui va se passer pour ces petits animaux, et donc forcément, ça peut être un peu choquant pour les tout petits, quoi. Donc du coup, alors pas choquant, mais impressionnant, quoi. Les animaux qui meurent. Non, mais on n'est pas dans ce degré-là. Mais honnêtement, je peux comprendre que ça les ait impressionnés, quoi. C'est les tout petits. Donc honnêtement, les enfants, en fait. Mais en tout cas, voilà, Flow. C'est un film que je vous recommande. Voilà, je pense que si vous n'avez pas forcément envie d'aller voir Venom ou Gladiator ou ce genre de truc, très franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Forêt de Katsutir, non, pas à ce point-là. Alors c'est pas un film muet dans le sens où il y a de la musique, mais il y a pas de dialogue. T'avais vu Mon ami robot? Non, j'ai pas vu Mon ami robot. Qui est un film muet aussi.
Tu parles du robot sauvage ou pas du tout? Non, pas le robot sauvage, mon ami robot. Mon ami robot, ça me dit rien du tout. Non, mon ami robot, c'était un robot qui est abandonné sur la plage, enfin qui se retrouve sur la plage, et en fait son maître essaie de le... Son maître, on va appeler ça comme ça. Son propriétaire plutôt, essaie de le rechercher, et en fait la plage est fermée pour l'hiver, et donc il peut pas le rechercher avant un bout de temps. Et c'est un film muet, en fait c'est sur les deux... Il y a de la musique, comme tu dis aussi, quoi. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Ouais, mais honnêtement, enfin voilà, si vous êtes assez friand d'animation, c'est pas le genre de truc qu'on voit souvent. Non. Donc allez-y, quoi. Moi, je vous le recommande à fond. J'ai vraiment passé un bon moment. Juste un peu micro bémol sur la toute fin, qui est un petit peu ésotérique et ça m'a un peu surpris. Donc il va falloir que je creuse un petit peu sur ce que ça veut dire. Mais sur le message, vraiment, on est sur un truc qui est évidemment très écologique, sur la portée un petit peu de ce que l'humain laisse à la nature quand il sera plus là, quoi. Donc il y a des thématiques qui sont très intéressantes et qui peuvent être abordées, même dans un film qui n'a pas de dialogue, quoi. Donc c'est vraiment un petit peu le Wall-E des animaux, quoi. Un petit peu. Si on doit le résumer grossièrement. Tout à fait. Sans le troisième acte avec tous ces gens qui sont qui sont dans leur petit truc. On est gros. Voilà, exactement. C'est rigolo. Voilà, je vous recommande Flow très très vivement. Adrien, vas-y, tu nous parles d'un jeu vidéo encore. Ouais, alors, qui lui aussi est dans le Game Pass. Que je suis sûr que tu nous en as déjà parlé. J'ai dû en parler vite fait, mais c'était pas une reco parce que je l'avais fait il y a longtemps. Je l'avais fait en 2022, je pense. Et on n'avait pas encore lancé le podcast. En 2021-2022. Bref, c'est Sifu. Qui est un jeu de Kung Fu qui est sorti donc il y a quelques années. Je retrouve le développeur. Je peux te laisser faire ça pendant que je résume si tu veux. Ouais. Le jeu, en gros, Sifu, c'est un jeu à la 3e personne. Dans lequel on incarne un mec qui fait des arts martiaux, donc qui fait du kung-fu, qui, quand il est petit, en fait, voit son père mourir sous ses yeux, et lui va se faire tuer, mais au moment où il se fait tuer par un groupe de méchants, clairement, enfin très caricaturaux. C'est nous les méchants, très caricaturaux en fait, de films d'action hongkongais, etc., voilà, asiatiques. Il a un collier avec lui qui lui permet en fait de revivre. Ça c'est l'intro, et en fait pendant 8 ans, il y a une ellipse, pendant 8 ans il va s'entraîner, il va arriver jusqu'à l'âge de 20 ans, l'âge a une importance, je vais vous expliquer après pourquoi. Il arrive à l'âge de 20 ans, et à l'âge de 20 ans en fait il va aller taper des gueules, défoncer des tronches, et se venger en mode Kill Bill. En fait il va buter chaque lieutenant au fur et à mesure, donc un niveau égale un lieutenant, exactement comme dans Kill Bill, jusqu'au grand méchant, voilà, qui est le dernier niveau. Le truc génial de Sifu, c'est que déjà c'est super beau au niveau de la DA, c'est le shading, ça vieillira pas, c'est super cool, c'est ultra fluide. Il y a très peu de choses, voire quasiment rien en fait dans mes souvenirs. Je l'ai fait il y a 1 heure encore, mais j'essaie de m'en rappeler, de tout ce qui est comment on dit, UX, c'est ça, enfin tu sais, de trucs à l'écran qui apparaît en mode bouton, etc. Non, t'as rien en fait, tu sais que si t'appuies sur croix, sur X, ça va taper, si tu fais des parades, etc., ça va taper. Donc ça déjà c'est super, parce que t'es vraiment dans l'action tout le temps. Et ce qui est vrai, c'est un peu en fait un mix entre Sekiro ou un jeu From Software, donc vraiment tout ce qui est Dark Souls, Sekiro et Elden Ring. Donc je parle de ça dans le sens parade en fait des ennemis. Timing, etc. Timing, c'est un jeu de timing, c'est un jeu vraiment c'est complètement un jeu de timing, un jeu de rythme en fait, et de parade tout le temps, et d'esquive. Et en même temps, ça ressemble aussi à un roguelike, en fait, c'est un die and retry tout le temps aussi, quoi. Ouais. Je vais résumer une partie c'est très dur de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dans le jeu, tout est parfait, mais c'est très dur de le résumer, donc je vais essayer de résumer un peu une partie de Sifu. En gros, quand on commence un niveau, on a un âge donné, donc on commence à 20 ans. On arrive à 20 ans, et à 20 ans, bah voilà, on a la vie devant nous, tout est beau, tout est super. On tombe sur des méchants, on les tape, donc on va les éviter. On a une barre de santé plus une barre de parade. Si la barre de parade explose parce qu'on a pris trop de coups, on n'a pas assez évité, la barre de santé va diminuer, évidemment. Si la barre de santé tombe à 0, ce qui va se passer, il n'y a pas de game over tout de suite, c'est qu'on va gagner 1 an de plus. On va gagner 1 an de plus, et 1 an de plus nous fait perdre, évidemment... non, nous fait rien perdre, donc 1 an de plus.
En fait, ça marche par dizaines après d'années. Et donc, si on arrive à 30 ans, on va perdre un bout de notre barre de vie, mais on va gagner en dégâts. Donc il y a un intérêt quand même, voilà. Tout ça jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc on vieillit, et on reprend exactement là où le mec nous a tués, quoi. Ouais. Sauf que, on se dit, c'est x1, c'est très compliqué à expliquer, c'est chiant de ouf. On se dit, donc là on est à 21 ans. Je suis mort à 21 ans. Si je me refais tuer juste après, par le même mec, et bah ça sera 1 an de plus encore. Mais en fait, ça s'ajoute à l'année que t'as perdu déjà, donc t'as 2 ans. Donc en fait, c'est 21 plus 2. 23. Et en fait, ça peut se multiplier très vite, en fait, oui, ce genre de truc. Tu peux gagner des années en fonction de si t'arrives à taper des mecs et tout. Bref, c'est tout ça pour dire que le jeu, tu n'arriveras jamais à le finir la première fois. C'est-à-dire que t'es obligé de mourir, t'es obligé de connaître les niveaux, t'es obligé d'apprendre des moves, t'es obligé de faire plein de trucs et tout. Au niveau des moves, c'est incroyable, t'es dans Matrix, t'es dans Kill Bill et tout, il fait des trucs à la Matrix super vite, c'est trop cool, t'as des... Enfin bref, je pourrais en parler des heures de jeu, il est très compliqué à résumer, je peux aller voir juste une vidéo. C'est super dur, je pense que c'est beaucoup plus évident quand tu regardes, quand tu regardes le trailer, ou quand tu regardes quelqu'un y jouer. Et c'est... Mais c'est vrai que... Alors moi, c'est un jeu auquel je peux pas jouer parce que je suis pas assez doué avec mes deux mains, mais c'est vraiment, en termes d'imagination et en termes de proposition, c'est vraiment très cool, quoi. Ouais, tout à fait. Non, et puis c'est super beau. Je crois que c'est un studio français. Oui, c'est développé par Slow Clap. C'est ça, Slow Clap, exactement. Et les développeurs d'Absolver. Tout à fait. Fun Fact, ce sera dans la série d'animation là bientôt. Lost Level, je crois que ça s'appelle, qui sortira sur Prime ou sur Netflix, je sais plus. Sur Prime. Et sur Prime, et en fait, Lost Level, c'est super intéressant comme truc, c'est qu'ils ont pris plein de franchises de jeux vidéo pour en faire un épisode un petit peu à la ce qu'ils avaient fait pour Love, Death and Robots, c'est ceux qui avaient fait Love, Death and Robots. Là, ils font un truc qui s'appelle Lost Level, et dans Lost Level, en fait, un épisode égale un jeu vidéo, et ils ont pris Sifu pour faire un des jeux vidéo. Je crois qu'il y a du Warhammer 40 000 dedans, il y a du God of War aussi. Il y a du Armored Core, il y a plein de trucs. Cyberpunk peut-être, je crois, non? Je sais plus. Je suis pas certain. Non, peut-être pas Cyberpunk. Mais il y a un truc avec Keanu Reeves qui revient, c'est pour ça que ça me fait penser à Cyberpunk. Il y a du God of War, c'est sûr. Non, Megaman, je crois. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais bref, tout ça pour dire que Sifu, c'est vraiment bien foncé. C'est excellent. Moi, j'ai joué à la manette. Je pense que sur le clavier, ça doit être impossible. Enfin, c'est peut-être une galère monstre. Les gens sont forts, tu sais. Mais quand même là, c'est chaud. Et donc voilà, quoi dire de plus sur Sifu, c'est que c'est un bon défouloir et en même temps, vous allez péter votre crâne. Non, mais c'est super. Mais faut être patient, quoi. C'est vraiment un die and retry, quoi. Mais une fois que t'as chopé le truc, comme dans un From Software, où le premier boss va te laver le cul pendant 10 heures, et tu vas faire putain, j'arrive pas, je déteste ce boss, quoi. Et que 10 heures plus tard, tu reviens, tu fais ah oui, toi, allez hop, tac, balayé en 2 secondes, tu fais bah, je connais maintenant, quoi. Et là, c'est un plaisir, c'est toujours un gros plaisir. Donc, petit fact-checking en direct, c'est Secret Level, c'est pas Lost Level. Ah, c'est Secret Level, désolé, Secret Level. Effectivement, il y a plein de trucs qui sont prévus, notamment du Donjon et Dragon, du Megaman, du Pac-Man, du Spelunky, du Sifu, The Outer Worlds aussi, Unreal Tournament et Warhammer 40 000 également. Bref, plein de trucs. Je vais enchaîner avec ma deuxième reco. Vas-y. Je vais vous parler de Loup-Garou, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Alors, pas le Loup-Garou de Netflix, mais le Loup-Garou de Canal+. Donc, la série / jeu télévisé / télé-réalité imaginée par Fari et Panayotis Pasco, qui propose en fait d'organiser une partie de Loup-Garou grandeur nature. Donc, une partie des Loups-Garous de tierce lieu, où le concept, c'est qu'on a 13 joueurs qui ont tous un profil un peu différent. Donc il y a une streameuse, il y a une endémiologue, je crois que c'est quelqu'un qui reconnaît un petit peu les petits signes de body language, du langage corporel, etc. Il y a un apnéiste, il y a un mentaliste, il y a un ancien espion, il y a bref, c'est que des tronches, quoi. Il y a une statisticienne et des choses comme ça. Il y a un joueur qui a fait 1000 parties de loup-garou précédemment, et en fait, ils sont tous là, et ils ont tous une espèce de petite cabane dans une forêt où ils vivent pendant 13 jours ou 10 jours, je sais plus. Et l'objectif, c'est de trouver les 3 loups-garous qui sont tapis chez eux. Et donc, évidemment, il y a 10 villageois.
et 3 loups-garous qui doivent pas se faire prendre et dévorer toutes les 2 nuits de nouveaux villageois. Donc c'est vraiment les loups-garous Tire-ce-lieu, mais en grandeur nature. Hashtag la plus grande partie ever, la meilleure partie ever. Et ça fonctionne super bien. C'est fait sur 8 épisodes. C'est très très bien filmé. C'est très très bien monté aussi, parce que en fait ils se permettent de s'amuser avec les flashbacks. Il y a une voix off qui est faite par Mr V, qui est hilarant. C'est vraiment très drôle. Il s'amuse aussi beaucoup avec des effets de montage, etc. Il s'amuse aussi avec la voix off. Alors effectivement, il y a 100 000 € gagnés, mais ça, quelque part, on s'en fout un peu, tu vois, de qui gagne à la fin. Ce qui va nous intéresser, c'est qui sont ces fameux loups-garous, parce que nous non plus, on ne sait pas tout de suite. Pas, d'accord. Okay. C'est pas, si tu veux, comme dans un Koh-Lanta ou je ne sais quoi. Toi aussi, tu vas te prendre au jeu et essayer de comprendre qui est qui, d'essayer de voir si, parce qu'au bout d'un moment, plus ça va aller, plus ils vont te dévoiler que lui, il est effectivement le villageois, ou elle est effectivement villageoise, mais certains, ça va rester encore un peu nébuleux jusqu'à à peu près la fin de série. T'avais trouvé toi ? J'en avais trouvé quelques-uns, ouais. Donc je suis curieux quand tu regarderas que tu me dises ce que t'en penses. En fait, sur ma liste. Grosso modo, c'était diffusé 2 épisodes par 2 épisodes sur Canal+, et tu vois que c'était fait un peu pour ça, dans le sens où il y a toujours une espèce de gros truc qui se passe sur la fin du 2e épisode, en mode il faut que je vois la suite, tu vois. Donc là, ça y est, les 8 épisodes sont diffusés. Alors évidemment, sur la fin, ça perd un petit peu, puisque quand tu connais un petit peu les rouages, ça commence à traîner un peu en longueur. Je pense qu'ils ont bien fait de faire que 8 épisodes. 7, ça aurait été peut-être mieux encore. Mais tout ça pour dire que tu te prends d'affection pour certaines personnes qui deviennent un petit peu des personnages pour toi, tu vois. Et tu prends pas de détestation, mais tu commences à un petit peu... Il y en a certains, quand ils prennent la parole, ça te hérisse le poil un peu, tu vois. Vraiment, donc ça fonctionne bien. Une espèce d'alchimie dans ce casting qui fonctionne super bien. Mine de rien, moi, j'ai jamais joué au loup-garou de Tire-ce-lieu. Et pour autant, je me prends super au jeu. Il s'amuse aussi à mettre en place des quêtes qui sont pas des quêtes à la Koh-Lanta, hein, ils se prennent pas trop la tête non plus, mais pour déterminer des nouveaux rôles dans la partie de loup-garou, et ce qui permet du coup potentiellement d'avoir des indices sur les loups-garous, etc. Vraiment, ça fonctionne super bien. J'ai passé un super bon moment. J'ai tout boulotté assez rapidement. Et moi, je vous conseille loup-garou si vous avez envie d'un truc un petit peu différent en ce moment. Ça se regarde super bien, vraiment. Vas-y, carrément. Ouais, non, mais je te dis, je l'avais sur ma liste et tout le monde dit qu'ils ont fait un gros taf, Fary, Panayotis Pasco et... Ils ont fait un gros taf parce que tu vois, c'est typiquement le genre de truc que tu pourrais, entre guillemets, filmer tranquille. Tu vois, genre... oui. Mais en fait, tu vois, ils vont chercher des plans de coupe sympas, des illustrations... vraiment, tu sens qu'ils ont mis les moyens sur la prod. J'avais peur de l'effet YouTube, en fait. Et en fait, non. Ça, tu vois ce que et je veux c'est dire. là, en fait, je pense qu'il était là, le piège. Ils auraient très bien pu faire un truc YouTube, parce que quelque part, ça vient de là, hein, je pense, l'idée. Oui. Parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur YouTube. Et justement, ils sont allés un petit peu plus loin. Ils sont allés... Tu sens que la télé est là, quand même, un peu. Tu sens que la télé est là, que vraiment, en termes de prod, je sais pas combien ça leur a coûté, mais... Bon, ça va. Ils ont pas mal de petits tournages pour faire des illustrations, pour faire des gags aussi avec Fary et Panayotis. Ça fonctionne bien. Très franchement, moi j'ai été assez bluffé par ce qu'ils proposaient. J'y croyais pas trop. Okay. Et au final, très bonne surprise. Trop bien. Trop cool. Je vais mater ça avec grand plaisir. Donc ça s'appelle Loup-garou avec des S, la meilleure partie de tous les temps, et c'est sur Canal+. Les 8 épisodes s'enchaînent très facilement. Ok, trop cool. Et Adrien, tu veux nous parler d'un film pour terminer ces recos de fin d'épisode ? Je vais essayer de faire rapidement parce qu'on est déjà à 1h23 d'enregistrement à peu près. Je vais parler de Perfect Days de Wim Wenders. Tu parlais de Canal+, il est tombé dans le catalogue de Canal+, donc je l'ai regardé avec grand plaisir. Wim Wenders qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps maintenant et qui revient avec un film tourné au Japon, à Tokyo. Je me demande bien pourquoi tu nous parles de ça, pourquoi j'ai regardé ça.
et donc qui est tourné à Tokyo, qui raconte l'histoire d'un japonais qui travaille pour de Tokyo Toilet, qui en fait va nettoyer les toilettes de Tokyo. Donc déjà, c'est un film qui va pas raconter une histoire de Yakuza, hein, bien au contraire. C'est un film sur les choses simples, savoir justement regarder et profiter des choses sans forcément avoir de l'abondance, sans forcément en demander trop, de savoir ce qu'on a, de savoir ce qu'on est surtout, de savoir ce qu'on veut. Et c'est un film avec très 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 peu de dialogue. Le personnage principal doit avoir 6-10 lignes de dialogue, grand maximum vraiment. On l'entend très très peu parler. Il y a des personnages qui gravitent autour de lui, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Et c'est vraiment ces tournées de toilettes en fait dans Tokyo. Faut savoir que alors j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans certaines toilettes, ça a l'air fou. Enfin, il y a des toilettes qu'on a un maboule, quoi. Notamment celles, mais ça on les connaît, les toilettes qui quand tu les fermes deviennent opaques. Celle-là, c'est très très drôle. D'ailleurs dans le film, il y a une américaine qui vient lui dire pendant qu'il est en train de nettoyer, excusez-moi, comment on fait, comment ça marche. Et lui, il lui dit comme ça. Bref, et donc ça a l'air quand même génial ça. Et bref, ça montre aussi le peuple japonais comment il est vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis du truc carré et tout. Et c'est un film extrêmement beau, extrêmement touchant, avec une bande son certes un peu facile, une bande son on va dire un peu boomer. En même temps, le personnage veut ça parce qu'en fait, à chaque fois qu'il monte dans sa voiture pour aller faire sa tournée, en fait, il met une cassette audio. Il a plein de cassettes chez lui. Il met une cassette audio dans son lecteur de cassettes. Et il écoute du Lou Reed, Perfect Days, machin. Il écoute du Nina Simone, il écoute, je sais plus ce qu'il y a. Il y a il y a du Van Morrison, des choses comme ça. Donc c'est une playlist assez classique, quoi, mais qui fonctionne bien. Et ça fait plaisir de retrouver un truc vraiment assez simple comme ça. Quoi. Et Wim Wenders a une force en tant que réalisateur parce que c'est pas évident de filmer ce genre de choses et de les faire ressentir et de les faire traduire, enfin tu vois, que ça se traduise à l'écran, quoi. Je trouve le truc le plus difficile même, tu vois, quand on... Oui, clairement. Au cinéma, je veux dire, quand tu vas voir un film comme ça au cinéma, ça peut être un peu plus simple en tant que spectateur, mais alors quand t'es chez toi, devant ta télé, c'est très compliqué. Et pourtant, j'ai été happé par le truc, j'ai fait OK. C'est vraiment des plans ultra bien travaillés. Des fois, c'est caméra à l'épaule exprès parce que ça va t'amener un tout petit peu plus avec lui. Des fois, c'est des plans fixes, des plans, voilà, c'est très fort. C'est filmé en 4/3. Je trouve que ça rajoute aussi peut-être un truc parce que t'es vraiment... T'as une vision, tu vois, sur lui, quoi. Je pense que c'est pas idiot. Le film dure 2 heures, je pense qu'il aurait pu durer un poil moins, quand même. C'est voilà. Et je ne veux pas écorcher son nom, l'acteur principal, donc, qui s'appelle Koji Yakusho, qui joue donc le héros Hirayama, est vraiment excellent. Il a eu le prix au Festival de Cannes, le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes. Encore une fois, je l'ai dit, il ne parle pas. Et il est vraiment tout dans la gestuelle, sur son visage, vraiment, où il y a des sourires, peut-être des pleurs, etc., quoi. Et il a ce truc tous les matins d'ouvrir sa porte et de regarder le ciel et d'être heureux. Et tu fais... Ouais, en fait, tu le ressens, tu vois vraiment que le mec est heureux. Enfin, c'est très beau, c'est très touchant. Et c'est nul d'expliquer des films comme ça, quoi. C'est compliqué. C'est pas évident. Hein. Ce genre de film, c'est le genre de truc... d'une manière générale, ça passe ou ça casse, je pense. Ah oui, on aime. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Mais quand tu rentres dans le truc, à mon avis, il y a des moments drôles, il y a des moments rigolos, il y a des moments drôles. Et puis, c'est vraiment sur l'histoire d'un type qui, par exemple, achète un livre en librairie, le lit, le rend, achète un autre livre. En fait, c'est vraiment pour dire que c'est l'anticapitalisme, en fait, à fond, quoi. Et voilà. Trop bien. Je vous le conseille vraiment, Perfect Days de Wim Wenders. C'est super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette reco. J'imagine que c'est disponible en Blu-ray, en DVD, ce genre de truc, quoi. Maintenant, oui, parce qu'il est sur Canal, ça c'est sûr, et je pense qu'il est bien sûr en DVD parce qu'il est sorti en 2023. Ouais, tout à fait. Il doit être disponible. Bah let's go. Bah merci beaucoup pour ces recos. J'espère que voilà. Et mine de rien, là il y a 5 recos. Ouais. Il y a 5 recos qui sont vraiment des recos. C'est des vrais recos, des choses qu'on aime. Écoutez, pour une fois, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, on vous parlera peut-être de Gladiator d'ici 2 semaines.
Oui, et espérons. je voulais parler de The Penguin aussi, mais alors il reste encore. Il y a un épisode qui a été diffusé aujourd'hui, je l'ai pas écoute, vu. d'ici Il y 2 a un semaines. épisode Alors. la semaine prochaine. Donc en fait, ça fera déjà une semaine. Faut que je me rappelle de le noter, de vous parler de The Penguin. Je vous spoil déjà, c'est très bien. Voilà. The Penguin, c'est super. Regardez The Penguin, c'est vraiment super. Colin Farrell est incroyable. Voilà. Colin Farrell. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces petites recos. Il y en aura d'autres d'ici 2 semaines. Yes. Pour la fin de l'épisode 65. Évidemment, on sera eh bien, le 19 novembre pour les gens qui nous écoutent en live sur Twitch. Il n'y a plus beaucoup de lives qui seront prévus. Le 18, oui, merci. Il n'y a plus beaucoup de lives qui sont prévus d'ici la fin de l'année, donc venez en profiter avec nous en direct sur Twitch, ça nous fera plaisir évidemment. Et si c'est pas possible, mais c'est pas grave, ce sera le mercredi d'après, à partir du mercredi d'après, dans vos oreilles pour la version podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les petites étoiles, les petits likes dès que vous nous voyez sur les différents réseaux sociaux, les commentaires là où c'est possible d'en mettre, puisque mine de rien, on attend un peu vos retours sur un certain nombre de questions qu'on vous a posées tout au long de l'épisode, notamment sur le film Game of Thrones, sur un certain nombre de news, etc. Donc allez-y, noyez-nous sous les commentaires, ça nous fera plaisir. Et puis, sinon, on est toujours disponible sur notre page Discord, ainsi que sur notre page Ko-fi. N'hésitez pas à aller y balancer quelques deniers, ça nous fera plaisir. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.